Et savez quoi? Il fait vachement chaud, hein. Et je suis en train de tourner sur une des journées où ils annonçaient 38-39. Je n'attends rien de moins qu'une copie parfaite de la part de cette moto sur cette partie-là. Ouh, j'aime bien le son de ce truc. Bonjour, bonjour. Vous êtes venu pour... installez-vous, installez-vous. Hein. Aujourd'hui, on parle d'une machine un petit peu particulière car elle a quasiment créé un segment de marché pour le constructeur qui l'a lancé. C'est la deuxième génération de cette machine qu'on a aujourd'hui devant nous avec un look très particulier, la Suzuki GSX-S 1000 2022. Donc, comme je vous le disais, c'est une machine un peu particulière. Et la raison en est simple, c'est qu'en fait, jusqu'en 2015, Suzuki n'avait pas de gros Roadster 1000. Il y en a qui vont argumenter sur la Bandy 1250, mais cette machine est vraiment totalement différente. Elle est aux antipodes de ce que les Hyper Fighters proposent. C'est vraiment de ça dont je suis en train de parler. Et en fait, qu'est-ce qu'on avait à l'époque? Eh ben d'un côté, la GSR 600, qui était une super machine dans cette catégorie-là et qui a fait le bonheur de beaucoup de jeunes motards, et même d'autres. Et de l'autre côté du spectre, la gigantesque Beking, ou Beking, attention, moi j'ai toujours dit Beking, donc j'ai du mal à m'en défaire, hein, qui est une de mes motos préférées, hein, je vais vous le dire clairement, hein, c'est peut-être ma machine préférée de tous les temps, et qui à son époque eh bien, était le premier hyper roadster de l'histoire, hein, je vous le rappelle, ça faisait 183 chevaux quand c'est sorti en 2008, la concurrence était pliée en deux et en règle générale les gens aussi. C'est une machine qui n'a pas eu de succès, parce que trop grosse à l'époque, trop puissante pour sa catégorie, trop bizarre, c'est vraiment dommage parce que c'est à mon sens une des plus belles motos que Suzuki n'ait jamais fait en termes d'ingénierie, hein. Je veux bien concéder que le look c'est particulier, je vous en ferai une vidéo sur le Beking un jour hein, parce qu'il le faut, c'est indispensable. Mais toujours est-il qu'on n'avait pas de roadster 1000 cm3, il y avait des gens qui rêvaient, beaucoup de gens, hein, j'en faisais partie d'ailleurs, d'un GSR 1000. Il y en a même d'ailleurs certains qui ont essayé des trucs comme la team Virus en Suisse, qui ont réalisé des insectes qui m'attaquent, et bien tout simplement une GSR 1000 faite maison. En gros, le concept était simple, vous preniez votre GSX-R 1000 hein, qui vous appartenait, vous l'emmeniez dans leur atelier, vous lâchiez quelques milliers d'euros et vous ressortiez avec ça. Et clairement, ce machin est nickel, j'adore. Le look est super, ça devait être une tuerie à conduire ce truc, bref. Mais toujours est-il que, eh bien, jusqu'en 2015, eh bien, on n'avait pas de machine de série produite par Suzuki là-dessus. Et donc, en 2015, il se produit un truc. Mais avant de parler de ça, je voudrais quand même passer un petit remerciement. Maintenant, je le fais plus en début d'épisode parce que sinon vous vous en allez. Je voudrais remercier SMB, nos amis de chez Suzuki et Kawasaki, à Damary Lélis, qui nous ont prêté cette superbe machine aujourd'hui. C'est donc la première moto qu'on essaye avec eux, donc merci à eux. Beau partenariat qui s'annonce sur les bécanes Suzuki parce qu'il y a quand même des belles choses à tester. Ils sont donc à Damary Lélis, comme je vous l'ai dit. Allez les voir, ils sont super accueillants. Greg et son équipe sont des amours. Il y a de la Suzuki, il y a de la Kawasaki, il y a même des machines d'autres marques en occasion, ça peut être très très cool aussi. De l'access, du casque, etc. Franchement, allez y faire un tour, c'est vraiment une super team. Concession la plus rapide de France d'ailleurs, hein, je vous le rappelle, ça c'est pas rien quoi. Donc comme je disais, 2015, Suzuki décide de contre-attaquer et de proposer ce machin. Suzuki GSX S 1000. Qu'est-ce qu'on a là? Déjà une moto, ça c'est pas mal. Un moteur et un châssis directement repris de la GSX R 1000 de 2005 à 2008. D'ailleurs, le 4 cylindres en ligne de cette moto était considéré comme l'un des meilleurs, voire le meilleur de son époque, avec beaucoup de couple, un très très bon comportement, rageur, etc. etc. Et donc, la bécane hérite de tout ça. Mais à mon sens, et c'est là la première erreur de Suzuki, c'est que cette moto-là, en fait, a reçu une version diminuée du moteur de la GSX R 1000, comme c'est souvent le cas dans l'industrie, hein, la S1000R, la Tuono, etc. Sauf que le problème, c'est que le moteur de la GSX R 1000 faisait 185 chevaux, donc un truc bien costaud, et cette bécane a fini avec 146 chevaux. Et malheureusement, en face, il y avait déjà du très 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 lourd. La Super Duke sortait 180 chevaux, la Tuono en sortait 175, la S1000R en sortait 160 et avait beaucoup de technologie, et du coup malheureusement en fait ça a privé directement la GSX S1000 d'être en compétition avec les Hyper Roadster. Et c'est vraiment dommage parce que si jamais ils avaient porté leur truc jusqu'au bout et qu'ils s'étaient dit eh bien on va pas modifier le moteur, certes ça aurait fait un Roadster avec énormément de puissance en haut et peut-être un côté un peu creux, mais ça aurait donné le Roadster le plus puissant de son époque à ce moment-là avec 185 chevaux, et je pense que ça aurait été une vraie tuerie. Malheureusement, l'histoire n'est pas allée dans ce sens-là. La GSX S1000 manquait de technologie, elle avait seulement du contrôle de traction, et puis en termes de look, eh ben, c'est pas une moto moche, hein, je la trouve pas moche, d'ailleurs je la trouve plus jolie que cette version, hein, clairement, mais ça manquait d'audace, quoi, ça manquait
d'un coup de crayon qui vraiment impactait, quand à côté on avait des trucs qui étaient super agressifs, là ça manquait un petit peu de look, et puis ça a été repris sur la GSX-S 750, ça a été repris sur d'autres machines, et en fait ça s'est un peu dilué cette histoire. Donc bon, malheureusement c'est une machine qui a quand même eu une petite carrière, hein, il faut pas le nier, mais pas tout à fait un truc ultra impactant. Donc Suzuki, ils ont pris tout ça en compte, et puis en 2021, il y a un an, ils ont sorti cette machine, la nouvelle GSX-S 1000, donc avec plus de technologie, plus de puissance, un nouveau look, on en parlera un petit peu plus tard. Et donc, contre qui ce truc va se battre maintenant? Eh bien, on va en parler bien évidemment dans la partie concurrence, mais avant, il y a un petit tour statique à faire, on y va, c'est parti. Allez, on est parti pour ce petit tour statique de cette GSX-S 1000. Donc c'est un modèle 2022, c'est la deuxième génération de la GSX-S, sortie en 2015. Le modèle nouveau est sorti en 2021, donc c'est une machine qui est relativement récente. Et on va bien évidemment commencer par parler du look. Là, je dois bien vous avouer, et j'en avais déjà parlé, c'est une de mes toutes premières vidéos sur la chaîne, où quand ils avaient annoncé la machine, j'étais tombé des nues parce que je n'aime pas cette moto en termes de look. Je trouve qu'elle est pas belle, tout simplement, hein, je vais le dire comme ça. La tête de fourche en format carré, en espèce d'escalier, je comprends pas l'idée, surtout que le reste de la moto est un peu plus rond à certains endroits, donc je trouve que ça se marie pas très bien. On a ici des tons, des textures qui ressemblent un peu à de la pierre ou du marbre, je vois pas ce que ça fout là, et clairement je trouve que le mélange en fait des choses qu'on a sur cette machine lui donne vraiment un look un peu bizarre. Après, peut-être que c'était l'idée aussi de la part de Suzuki de faire quelque chose de bien plus différent, qui tranche beaucoup plus que la version précédente, et en ce sens-là ils ont réussi. Ce qui est sûr et certain, c'est que cette moto ne laissera personne indifférent. Est-ce que c'est dans le bon ou dans le mauvais sens? Ça, on le verra avec les ventes, mais méfiez-vous, parce que c'est pas parce qu'une machine n'est pas esthétiquement parlant très parlante qu'elle n'a pas des gros succès commerciaux. La 1250 GS en est un exemple, je suis désolé, hein, mais cette machine n'est pas belle, on peut pas dire qu'une 1250 GS ce soit une belle moto, et pourtant, elle se vend quand même très bien. Donc, voilà. Par contre, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que cette machine, elle est très compacte. Si vous regardez, ça ressemble beaucoup plus à un 600 cm3. Bon, effectivement, le réservoir vient tout de suite donner un peu une idée, mais globalement, ça reste une machine assez compacte. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool, en fait, d'avoir un truc un peu râblé, un peu musculeux comme ça. C'est plutôt chouette. On va parler du moteur maintenant. Donc, il est dérivé de la GSX-R 1000 de 2005 à 2008. Hein. C'est un 4 cylindres en ligne qui était considéré comme l'un des meilleurs, voire le meilleur de son époque. Donc, 152 chevaux et 10,8 mètres-kg de couple. Donc, on est à 6 chevaux de plus que la version précédente, ce qui n'est pas mal en soi, hein. Avec les normes de pollution, réussir à gagner de la puissance, c'est plutôt cool. Par contre, malheureusement, cette machine, vous vous en rendez bien compte, elle va pas venir se battre contre des hyper roadsters comme la Tuono, la Super Duke, la ZH2 ou la Street Fighter V4S. Pas du tout, elle est pas à son aise dans cette catégorie-là, c'est pas du tout son élément. Même une S 1000R qui a une puissance qui est un peu plus proche de cette machine, on n'est pas du tout sur le même créneau, et on verra un petit peu plus tard dans la partie concurrence contre qui cette machine de chez Suzuki se bat, mais ce n'est définitivement pas les hyper roadsters, c'est pas son créneau du tout. Toujours est-il que ce moteur, moi j'ai envie de voir dans la partie dynamique ce qu'il donne, qu'est-ce qu'on ressent quand on conduit avec, parce que j'ai déjà eu des machines entre les mains qui avaient des moteurs pas super puissants sur le papier et qui donnaient des sensations qui étaient vraiment hallucinantes. Donc ça, on le verra dans la partie conduite. Châssis, c'est du traditionnel, hein, c'est de la double poutre en aluminium, mais néanmoins, il y a quand même une petite subtilité, c'est le châssis de la GSX-R 1000, et ça, en règle générale, c'est toujours une très bonne preuve de maniabilité et d'agilité sur une moto. Je gage que sur la partie dynamique, on s'en rendra compte assez rapidement. Après, c'est vrai que c'est du classique, mais si ça marche très bien, c'est ce qui est utilisé sur la plupart des sportifs du marché aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison de faire quelque chose de différent. On va aller sur la partie position, que vous voyez un petit peu comment je me sens dessus. Bon, petite position de conduite, on va voir ce que ça donne sur cette GSX-S 1000, donc globalement une position de roadster comme on peut s'y attendre, hein. On n'a aucune pression sur les poignets, le dos est très bien, on a juste une toute petite inclinaison vers l'avant, et les repose-pieds sont pas trop hauts, hein. C'est vraiment, on est bien sur cette moto. Après avoir essayé autant d'hypersport, je vous avoue que c'est quand même pas trop mal, et globalement en fait sur cette machine on sent qu'on peut faire pas mal de bornes. L'assise est un tout petit peu dure, elle n'est pas ultra moelleuse, mais c'est rien d'insurmontable, et globalement vous allez pouvoir faire des bornes avec cette moto. Je pense que la seule chose qui va vous empêcher un petit peu de faire des très longues étapes sans vous arrêter,
c'est la protection au vent. Mais vous savez, moi, ma philosophie, c'est quand vous faites des voyages à moto, vous devriez vous arrêter relativement régulièrement, d'une part pour profiter du voyage, et d'autre part parce que c'est de la moto, c'est beaucoup plus... Papillon, il m'a fait peur. Et d'autre part parce que c'est beaucoup plus fatigant que la voiture, donc autant de bonnes raisons de faire des petits arrêts de temps en temps, donc ça, c'est pas mal du tout. En termes de hauteur de selle, on est à 810 mm, donc je pense que tous les pilotes à peu près vont pouvoir s'y retrouver sans trop de mal. Donc globalement, ouais, une très bonne position de conduite sur cette moto, j'ai rien à dire là-dessus. Donc voilà, une position de roadster relativement classique, même pas dans les plus agressifs du genre, on est plutôt bien installé, il n'y a pas de protection au vent, mais c'est classique pour un roadster, il n'y a aucune surprise à ce niveau-là, et je pense qu'on va quand même être plutôt pas mal sur cette machine pour faire des longs trajets. Le réservoir est assez grand, on est à 19 litres là-dessus, donc c'est vraiment plutôt pas mal, parce que sur des roadsters comme ça, c'est en règle générale 1, 2, voire même 3 litres en dessous, donc ça c'est vraiment cool. On a une consommation annoncée de 5 litres 5 au 100, moi j'ai le trip qui annonce 7 litres, après la machine n'a pas trop de bornes, je pense que la réalité doit être à peu près au milieu, ça doit être du 6,5 litres, ce qui donne quand même une sacrée autonomie, hein, parce que ça nous fait allonger quasiment 300 km avant la panne sèche. Pas mal, franchement pas mal là-dessus, bien joué Suzuki. Le poids aussi de cette moto n'est vraiment pas des plus légers, hein. Cette bécane fait 214 kg, ce qui, quand on l'additionne en fait avec la puissance, n'en donne pas un bon rapport poids-puissance, hein, clairement, hein, par rapport à la compétition et ce qu'il y a en face, donc pas ouf quoi. La suspension, elle est traditionnelle mais complètement réglable et c'est du matos de bonne qualité, hein. C'est une fourche Kayaba inversée de 43 mm, donc je pense que ça là-dessus, et puis de ce que j'en ai déjà ressenti et testé, ça marche plutôt bien. Le freinage par contre, c'est du Brembo, mais de ce que j'en ai lu, ça a l'air d'être du M4.32, donc là par contre en 2022, du M4.32, c'est des bons freins, attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est un petit peu daté quoi, c'est un petit peu, déjà on aurait pu espérer du M50 au moins, ou du Silema pour vraiment donner un côté un petit peu plus noble à la machine. Il n'y a pas beaucoup d'artifices qui coûtent très cher sur cette moto, le moteur, le châssis sont repris de machines qui existent depuis très longtemps et qui sont rentabilisées, la fourche n'est pas semi-active, on aurait pu avoir un freinage un petit peu plus premium, et surtout ce serait bien que Suzuki s'y mette, mettre des durées d'aviation de série sur leur machine, ça pourrait être cool en fait, ça donnerait juste un petit soupçon de premium en plus sur leur moto, et ce serait pas mal du tout. On va finir par la partie technologie, et là encore malheureusement le tableau n'est pas tout beau, hein, sur cette moto. Le tableau de bord en est le premier exemple, on est sur un écran LCD, et là par contre en 2022 ça fait très mal, qui est pas très clair, qui est pas très lisible, une seule couleur. Là pour le coup je suis vraiment désolé, mais je peux pas défendre cette machine là-dessus. Encore une fois, il y a des motos qui vont coûter le même prix et qui vont avoir de beaux écrans TFT, et il est temps vraiment pour Suzuki de mettre le cap au-dessus à ce niveau-là, parce que malheureusement cet écran il donne pas envie. Pas de keyless, hein, mais ça c'est relativement courant dans la marque, hein. Il n'y a pas beaucoup de machines qui ont comme ça du démarrage sans clé. Et puis pareil en termes d'assistance électronique, il n'y en a pas 150 000, hein. On a un contrôle de traction, un quick shifter et puis des modes de conduite, c'est tout. Il n'y a pas de contrôle de frein moteur, pas d'anti-wheeling, pas de launch control, même pas de régulateur de vitesse sur cette moto. C'est vraiment dommage, hein, pareil, hein, c'est un roadster qui s'utilise au quotidien, c'est une grosse machine. On pourrait imaginer légitimement qu'elle pourrait avoir un petit régulateur de vitesse, et non, il n'y en a pas sur cette GSX S1000. Donc voilà, quand on fait le tour un petit peu de la GSX S1000 comme ça, on pourrait légitimement se dire qu'elle n'a pas beaucoup d'arguments à faire valoir pour elle. Après, je vais quand même modérer et tempérer les choses avec deux arguments. Le premier, c'est le prix. Cette moto est placée à un prix qui est vraiment super intéressant. Et ce qu'il faut prendre en considération quand on pense à tout l'ensemble du package, c'est qu'ici vous avez 152 chevaux, un châssis de moto hyper sportive avec une fourche qui est vraiment très bonne, le tout pour un prix qui est bien plus proche d'un roadster mid-size un peu premium que d'un gros roadster 1000 cm3. Donc ça, il faut vraiment pas l'oublier. Et la seconde chose, c'est l'expérience de conduite. Quand on a dit tout ce qu'on avait à se dire, ce qui va vraiment rester là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on a ressenti en conduisant cette moto. Et ça, il n'y a qu'une seule façon de le tester, c'est sur la partie dynamique. Et savez quoi? Il fait vachement chaud, hein. En ce moment, c'est la folie. La température est vraiment super élevée. Je suis en train de tourner sur une des journées où ils annonçaient 38-39. Donc il est encore tôt, hein. Il n'est pas encore 11 h du matin, donc j'en profite un petit peu. Et vous vous dites sans doute, qu'est-ce qu'il nous raconte? On est censé faire une partie ville. Eh bien oui, c'est ce qu'on va faire. Je relève juste ma visière, désolé, ça va changer un tout petit peu le son du micro, mais c'est nécessaire pour que je ne décède pas. Allez, on est parti pour le cycle urbain de cette petite GSX S1000, hein. Donc voilà, on va parler des aspects pratiques. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé un petit roadster, donc je suis assez content.
Juste un tout petit point, et après j'arrête de vous saouler, mais il faut vraiment que je vous parle de ça. Je suis vraiment en train d'envisager de séparer en deux les essais, les amis, hein, je vous le dis tout de suite. Je pense vraiment que je vais faire d'un côté la partie statique avec l'histoire de la moto, le tour statique de la machine et la concurrence, et puis de l'autre vraiment une partie un petit peu plus dynamique avec la vue GoPro, l'expérience de conduite, parce qu'en fait ce qui est en train de se passer, c'est que malheureusement je coupe beaucoup de choses que je voudrais vous dire. J'aimerais aller un petit peu plus loin dans les explications, et malheureusement les vidéos commencent à devenir super longues, donc c'est génial pour des passionnés si vous aimez vraiment ça, mais pour le grand public ça devient compliqué de suivre des vidéos de plus de 30 minutes sur des essais de moto. Donc je pense qu'on va quand même finir par y arriver. Je suis en train de faire l'essai sur la chaîne anglaise, hein. Cet essai là va sortir en 2 parties. On verra comment les gens y réagissent, mais il est possible que je finisse par faire ça. Ça ne va rien vous enlever, hein, pas du tout, puisque de toute façon je continuerai à faire les essais. Vous aurez juste plus de vidéos, hein, puisque en fait au lieu de passer d'une vidéo à 30 minutes, vous en aurez peut-être 2 qui feront 20, donc vous allez y gagner. Donc globalement pour vous ce sera tout bénef, hein. Je pense pas que vous aurez quelque chose à y perdre. Vous me direz dans les commentaires si ce format vous dérange vraiment, et si j'ai beaucoup de gens qui sont dans cette optique là, et bien écoutez, je reviendrai à un format unique. Mais le problème c'est que je peux pas faire des essais de 40 minutes, c'est pas possible, hein. C'est vraiment... en fait, vous le savez peut-être pas, hein, mais YouTube a tout un ensemble de choses qui lui permettent de mesurer le succès d'une vidéo, et l'une d'entre elles c'est la rétention, c'est-à-dire combien de temps est-ce que votre audience reste sur une vidéo. Et plus vous avez des vidéos longues, et plus le pourcentage de vidéos regardées est faible, c'est logique, hein. En moyenne, vous allez avoir beaucoup plus de gens qui vont regarder quasiment jusqu'à la fin une vidéo de 3 minutes qu'une vidéo de 40, hein, c'est logique. Bref, j'arrête avec mes histoires et on va parler de cette GSX S1000 et notamment de la position de conduite. Donc je vous préviens, je n'attends rien de moins qu'une copie parfaite de la part de cette moto sur cette partie-là, puisque eh bien c'est un roadster, et c'est un roadster Suzuki, et Suzuki savent faire des machines très polyvalentes. Mon Hayabusa se débrouille très bien en ville, hein, quoi qu'on en dise, même si effectivement, bon, on sait que la position n'est pas forcément la plus agréable, et le poids, il faut l'emmener un petit peu, mais je trouve qu'elle se débrouille très bien. Depuis qu'elle a reçu ces petits réhausseurs de guidon, j'en suis ravi, parce que ça donne vraiment encore un petit peu plus de... Qu'est-ce qu'elle est serrée cette courbe, encore un petit peu plus de maniabilité à l'engin, donc je suis très content. Et écoutez, pour le moment, moi je trouve que cette position de conduite, eh bien, elle est en accord avec ce que j'attends d'elle, c'est-à-dire qu'on est sur une position qui est bien droite, le dos n'a aucun appui, aucune pression, les poignets c'est pareil, les repose-pieds ne sont pas trop hauts, juste ce qu'il faut pour un petit roadster un peu sportif, enfin petit, hein, 1000 cm3, hein, calmez-vous, mais voilà, tout ce qu'il faut pour un roadster un petit peu dynamique, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Le seul reproche que j'aurais à faire, si j'en avais un, c'est que le guidon est très large, hein, c'est un guidon un peu albatros, et du coup en fait ça donne une position qui est pas tout à fait naturelle. Je dirais pas qu'elle est désagréable, mais elle est pas extrêmement naturelle, mais ça donne du coup à la machine un excellent bras de levier, donc c'est pas forcément plus mal. La maniabilité de l'engin est, malgré ses 214 kg, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas le roadster le plus léger de sa catégorie, mais elle est extrêmement bonne. Ce bras de levier là, il vient servir à quelque chose justement, ça se manie très bien, elle paraît quand même sensiblement plus légère qu'elle ne l'est. Ce Dodan, je l'ai pris peut-être un peu vite, hein. Là j'ai eu un peu mal au dos, la colonne vertébrale, le coccyx, la tête, les pieds, donc on va se calmer un petit peu sur les Dodan. Non, vraiment cette maniabilité de la moto, elle est vraiment très bonne, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, ça fait un très bon travail. Bon, le tableau de bord, je vous l'ai dit, hein, je suis pas fan, c'est du bicolore, hein, c'est pas du monocouleur, hein, c'est du bicolore, il y a du bleu et du vert, mais vraiment c'est pas très lisible, donc bon, je suis pas mort de rire, mais voilà, les informations sont là. Alors c'est étonnant, c'est moins lisible à l'ombre qu'au soleil. Au soleil on voit un petit peu mieux les infos, à l'ombre on les voit un peu moins bien. Bon, on a pas mal d'infos, hein, le rapport engagé, les tours minutes, la vitesse, jauge à essence, température, il y a tout. On a même des petites infos ici qu'on peut changer en appuyant là, hein, ça vous donne le trip, la batterie, etc. C'est pas très lisible, et puis surtout que ça fait un peu vieillot, hein, comme je vous l'ai dit, on est en 2021 quand cette moto sort, hein, cette deuxième version. On aurait pu mériter quand même un petit écran TFT, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus classe, mais bon voilà, que voulez-vous, c'est comme ça, on fera avec. Concernant les rétroviseurs, ils sont très bien, ils vibrent pas, ils sont grands, ça offre une très belle lisibilité, donc ça j'ai rien à dire dessus, ils sont vraiment très bons. C'est la journée des feux aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui je prends tous les feux. Tous les feux ne valent plus rien, car c'est pas rigolo. Donc les rétroviseurs, j'ai rien à en dire, ils sont vraiment bien, aucun souci à ce niveau-là. Les leviers d'embrayage et de frein marchent bien, c'est souple, c'est
agréable à utiliser, un poil ferme, mais juste ce qu'il faut pour sentir le côté un petit peu sportif de la machine, donc aucun souci à ce niveau-là. Et les Komodo, moi j'aime bien les nouveaux Komodo Suzuki, je les trouve sympathiques, hein. Sur ma petite Hayabusa, je m'en sors très très bien, ça s'utilise assez intuitivement. Alors intuitivement, je préfère quand même calmer un peu le jeu. Ce truc-là, il faut comprendre comment ça marche, hein. C'est comme les Komodo BMW, haut et bas ne font pas les mêmes fonctions, ça monte pas en haut et en bas de la même chose, donc il faut un petit peu s'habituer, mais une fois qu'on a compris comment ça se fait, en tout cas en termes de feeling de bouton, c'est très agréable, ça s'utilise très très bien. Bon, on a un petit bouton warning sur la droite, malheureusement j'aurais préféré qu'il soit à gauche, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais néanmoins ça va parce que j'ai pas enlevé ma main de l'accélérateur pour l'utiliser, vous voyez, donc ça c'est plutôt bon, ça va. Je vais pas me plaindre à ce niveau-là. Et donc globalement voilà, au niveau du poste de pilotage, on est plutôt pas mal. La note n'est pas la plus mauvaise, hein. Salut à toi ami motard, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Roadsters TV. Et vous aussi, en tant que vous y êtes, vous regardez les contenus et vous savez, il y en a beaucoup qui sont très très bien. Et vous me soutenez en vous abonnant à la chaîne. Concernant la consommation du véhicule, alors cette dernière est un petit peu étonnante, hein, parce que ça m'indique un 6 litres 7, ça me semble un peu haut pour 1000 cm3 mais 152 chevaux sur un 4 cylindres en ligne. Normalement Suzuki maîtrise un peu mieux leur consommation. Après c'est un trip relativement restreint de 128 km, peut-être que le précédent propriétaire l'a un petit peu roulé avec enthousiasme, dirons-nous. À mon avis, sur un cycle viril mais correct, hein, mesuré, on doit être aux 6 litres à peu près sur cette machine là à mon avis. Dégagement de chaleur du moteur, écoutez, il n'est pas forcément le plus bas que j'ai connu sur un Roadster, ça va, hein, c'est pas autant que la S1000RR ou la RSV4, hein, loin de là, mais je sens un petit peu chauffé, c'est pas dérangeant, mais voilà. Là il fait super chaud en plus, hein, vous le savez, les températures sont hyper élevées. Je pense que si on est à 20-25 degrés maximum, on sera vraiment très bien et ce sera pas gênant du tout. Oh, un petit point sur l'agrément du moteur que j'ai oublié de vous dire, ce dernier est extrêmement agréable. Regardez, je vais tomber à 1000 tours minute. Ça repart tout doucement, tout gentiment, même en troisième. Hein. Même en troisième ici, je le laisse mourir à 1500. Ah là là, la force du 4 cylindres. Hein. Gros chat qui repart tout doux, ça c'est vraiment super agréable, hein. C'est pas le bicylindre qui ferait ça. Donc un très bon point, hein, pour le cycle urbain, pour cette petite moto. Il faut que j'arrête de dire petite moto, je vais passer pour un gros connard arrogant alors que c'est pas du tout ce que je veux véhiculer comme message pour cette belle machine, hein, attention. Et on va finir par la conduite passager. Écoutez, cette dernière n'est pas mauvaise, hein. C'est pas non plus un truc hyper agréable, c'est un poil mieux qu'une Tuono, m'a dit Mathilde. Le passager est relativement bien installé, mais il faut pas non plus faire un Paris-Strasbourg avec, mais on peut quand même faire quelques petites balades sans trop de problèmes et sans finir avec des problèmes aux genoux, au dos et au poignet toute sa vie. Donc ça reste dans la très bonne moyenne, on va dire, des roadsters sportifs, qui est la catégorie de cette moto, hein, finalement. Bien voilà, écoutez, cette machine rend une excellente copie pour la ville, malgré le fait que ce soit un peu un gros tigre qui fasse beaucoup de chevaux et tout, ça se manie très bien, aussi bien que des homologues même un peu plus gros ou un peu plus petits, donc j'ai vraiment pas grand chose à en dire. Et maintenant vous savez ce qui nous attend, c'est la partie route ouverte, c'est parti! Allez, on est lancé sur la partie dynamique de l'E77 GSX-S 1000 et je vous le rappelle, on a ici entre nos mains le 4 cylindres en ligne qui était considéré le plus incroyable à son époque, celui de la GSX-R 1000 2005-2008, hein, juste avant que celui de la S1000RR arrive, c'est rigolo. On est en mode A, c'est le plus énervé, on va voir un petit peu de quoi cette machine est capable. Ouh, j'aime bien le son de ce truc, elle est d'origine, il n'y a pas d'échappement et pourtant ça chante un petit peu, c'est très agréable. Oh là là, on est bien là dans cette petite forêt où il fait bon. Il y a du répondant, dans ce moteur. Le châssis, ça fait bizarre, hein, parce que j'ai pas essayé de roadster depuis un moment. Mais pourtant, le châssis est vraiment très bon. On sent que c'est le châssis de la GSX-R 1000, hein. On sent la précision, l'agilité, la rigidité. Je dirais même la rigueur, hein. La rigueur. Oh là là. Et derrière, ça envoie. Bon, après, c'est pas non plus ébouriffant, hein. Il faut vraiment aller le chercher un petit peu dans les tours. On n'est pas trop décoiffé en bas régime, hein. C'est pas un bicylindre, donc c'est normal, hein. On n'attend pas ce genre de comportement là. Par contre le châssis il est très bon. Le châssis il est vraiment très bon. Ah, ça marche bien, hein. Ça marche très bien. Attention, cette courbe est très traître, parce que des fois il y a des voitures qui sont à l'arrêt.
et on les voit pas. On a un ami motard qui ouvre le chemin, merci à lui. Petit scrambler, j'ai l'impression. Pas mal du tout ce comportement moteur, c'est vraiment cool. Comme je vous le disais hein, dans la partie ville de l'essai, je suis vraiment en train d'envisager de faire 2 vidéos séparées parce que j'ai beaucoup de choses dont j'aimerais vous parler. Là je voudrais vous parler un petit peu des modes de conduite, le mode A, le mode C, pour voir un petit peu les différences. Et le problème c'est que si je commence à me lancer là-dedans, je vais passer eh bien 20 minutes sur la partie dynamique. Et malheureusement, bah, vous le savez, hein, si la chaîne doit se développer, il faut que ça intéresse les gens comme la plupart d'entre vous qui sont passionnés et qui vont pouvoir rester longtemps sur une vidéo, mais il faut que ça intéresse aussi le grand public, et malheureusement des vidéos de plus de 30 minutes pour le grand public, ça commence à devenir très complexe. Donc voilà, c'est pour ça que je me restreins un petit peu sur les informations que je vous donne. Là où je ne me restreins pas en revanche, c'est sur les petits coups d'accélérateur. Ça s'énerve assez rapidement. La suspension fait un bon boulot, hein. On a quand même un bon toucher de route. Par rapport à ce qu'on pourrait attendre de la part d'un roadster, on sent quand même bien ce qui se passe. On est capable de prédire un petit peu l'état de la chaussée sans aucun problème. Et ça pousse dès qu'on tourne la poignée, ça s'envole. Sur le mode A, c'est vraiment pas mal réactif, hein. Tendance à oublier à quel point un roadster a plus de patates à mi et bas régime que eh bien une sportive, hein, même si c'est un 4 cylindres en ligne qui touche normalement sa puissance haut dans les tours. Mais on a quand même une plage de régime qui est plus compacte que celle d'une Hypersport. Le quick shifter fait un bon boulot, hein. J'aime bien les quick shifters de chez Suzuki, ils sont plutôt précis, plutôt faciles à utiliser. Alors regardez, hein, on est en seconde, 3e, 4e, 5e, 6e, ça passe très bien, c'est très fluide. 5e, 4e, 3e, ça marche très bien. Franchement, rien à dire là-dessus. Le freinage, qu'est-ce qu'on en pense de ce freinage ? C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Les M4.32 font un bon boulot, même si comme je vous l'ai dit, j'aurais préféré avoir du M50 ou du style M1 parce que bon, on est en 2022, cette machine elle date de 2021, donc on aurait été en droit d'estimer, non, on aurait été en droit d'avoir ce genre de choses. Excusez-moi, je bafouille, c'est mon ultime bafouille. C'est votre ultime bafouille. Mais ouais, globalement, ils font un très bon travail, hein, ces freins, même si ça manque un tout petit peu de mordant, mais en s'acharnant un peu dessus, ça passe quand même pas mal. Et écoutez, moi globalement, je trouve que cette GSX-S 1000, elle est quand même globalement bien plus impressionnante en dynamique qu'en statique. Oui, il n'y a pas beaucoup de technologie dedans, hein. Il n'y a pas énormément d'assistance électronique comme c'est le cas sur les motos modernes. Le freinage est un petit peu en dessous, mais le moteur a une santé qui est vraiment folle et clairement les suspensions font un excellent boulot. Le châssis est vraiment celui d'une sportive, hein, ça se sent. Donc écoutez, moi globalement, je suis quand même au final assez satisfait de cette moto, surtout quand on prend son prix, hein, son positionnement tarifaire, avec un petit bruit qui n'est globalement pas pour nous déplaire. Non, je pense que ça reste quand même une bonne machine et il faut juste savoir ce qu'on achète et le prix surtout qu'on met dedans parce que ça reste quand même quelque chose de très bien positionné. Donc voilà pour cette GSX-S 1000 et je vais vous retrouver maintenant pour la conclusion de cette vidéo avec la concurrence. Eh bien vous voyez comme quoi des fois il faut pas juste s'arrêter au look ou à un tour statique, il faut rouler avec une machine parce que ce qui est certain c'est que cette bécane là en fait elle est pas ultra technologique, son tableau de bord il est pas ouf, mais l'expérience de conduite elle est vraiment super chouette. Ce moteur il a du peps, il a de la rage, la moto a un châssis qui est très bon, le freinage est suffisant, j'aurais quand même préféré qu'il soit un petit peu plus costaud, mais globalement ça marche bien. Donc la conclusion après, ça vous aimez bien. Hein. Non, on va parler un petit peu de concurrence et comme vous l'avez vu, les rivales principales de cette machine là c'est pas les hyper roadsters, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui peut se mettre en face de cette moto et se bagarrer là comme ça, tiens là, voilà. Donc la première c'est une consoeur japonaise, la CBR 1000 de chez Honda. Alors ils ont lancé il y a quelques années une tendance, le Neo Sport Café, hein, vous le connaissez déjà l'histoire, donc c'est une machine qui a un look un peu particulier. Moi personnellement je suis pas fan dans le sens où je l'achèterais pas, mais je trouve qu'elle est jolie, c'est quand même réussi, c'est harmonieux en style visuel, et surtout c'est une bécane qui est incroyablement bien finie. Si vous tournez autour d'une CB1000R un jour, regardez les détails et la finition, c'est assez incroyable. Par rapport à la GSX-S 1000, elle a quand même plus de technologie, un écran TFT déjà, et puis un petit peu plus de mode, de machin, etc. Donc c'est quand même pas mal du tout, elle a un petit peu plus d'aspect pratique. Par contre, effectivement, elle a moins de puissance et elle n'est pas aussi orientée sport que cette bécane-là. C'est vraiment quelque chose d'un peu différent. Un prix qui est quand même un poil plus élevé, donc à vous de voir, mais on est à peu près dans les mêmes catégories.
Ensuite, on va parler d'autre chose, la KTM Duke 890. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cette machine? Il y a moins de cylindrée, il y a moins de puissance. Oui, vous avez raison. Le problème, c'est que ce truc, en fait, ne rentre pas dans la catégorie des roadsters mid-size. Il y a trop de technologie, les équipements dessus sont trop surdimensionnés, ça n'a rien à faire dans la catégorie des mid-size. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, on a beaucoup de technologie, ça vraiment, ils savent faire. On a un excellent châssis, un freinage qui est génialissime. C'est du style EMA, il me semble. M50, c'était la Street Triple, donc excellent véhicule, mais un prix qui étant similaire à celui de la GSX S1000 lui donne en fait un positionnement différent. Ici, on va avoir moins de puissance, un châssis peut être un poil moins sportif qu'une hyper sportive, quand même, faut pas déconner. Et donc, à vous de voir, est-ce que vous préférez plutôt la technologie et puis le couple à bas régime, un bicylindre, ça fait toujours plaisir, moi j'aime bien, ou alors, eh bien, ce côté un petit peu plus sportif, un petit peu plus rageur du 4 cylindres, et puis une bonne louche de puissance en plus, à vous de voir. Finalement, on va terminer avec un truc un petit peu foufou, la Ducati Street Fighter V2. Alors je vous rassure tout de suite, hein, cette machine coûte beaucoup plus cher que la GSX S1000. On n'est pas du tout sur les mêmes standards, mais on a la même puissance et une philosophie qui est très proche, donc c'est parti. Châssis, moteur, dérivé de la Panigale V2. Déjà, ça commence fort. Une technologie qui est bien plus proche de ce qu'on voit sur les hyper roadsters que des machines de plus petite cylindrée et un look qui, ma foi, marche bien. Moi, je l'ai toujours dit, sans les ailerons, cette bécane, elle est plus sympa. Néanmoins, je pense quand même que la machine a un positionnement bien plus radical que la GSX S1000 et elle doit être sensiblement moins confortable à rouler. Bah, elle l'est du coup, puisque je l'ai essayé, donc je le sais. Ouais, c'est quand même un peu moins confortable à rouler, hein, croyez-moi. Mais c'est peut-être le step au-dessus de la GSX S1000 pour ceux qui veulent pas nécessairement rentrer dans le monde effrayant des hyper roadsters, eh bien ça peut être un très bon choix. Un sacré compromis quand même cette moto parce que c'est difficile d'en tirer une conclusion définitive. D'un côté, il y a des choses qui me chagrinent. J'aime pas le look, j'aime pas la techno dessus, le tableau de bord pour moi c'est juste non. Mais le moteur est super chouette, la position de conduite est très bonne, le châssis est excellent et le prix super intéressant. Donc ça le fait vraiment pas mal et vous savez, les chiffres me donnent raison hein, parce que la GSX S1000 se vend quand même très bien, elle est dans les charts des motos les plus vendues de 2022, donc il y a un public pour ça. Et à mon avis, eh ben, ce sont les gens qui n'ont pas forcément envie de mettre des dizaines de milliers d'euros dans une moto qui reste quand même hyper fun à conduire, puissante, avec juste ce qu'il faut de technologie pour pas se foutre au tas, mais sans pour autant être débordante de partout. Et globalement, eh ben, en fait... Bien joué Suzuki. Et bien voilà, cet épisode de Quick Shifter est terminé et j'espère qu'il vous a plu. Un essai de roadster, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, donc moi ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis avec SMB, on n'avait pas eu l'occasion encore de bosser avec eux, tout du moins sur la partie essai, donc merci beaucoup. Donc comme vous le savez, actuellement, on est en plein road trip avec Mathilde, hein. Cette vidéo, elle a été tournée avant, donc vous allez avoir la suite de notre voyage très bientôt, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Et là, je vais vous laisser avec l'essai de la Street Fighter V2, puisque c'est la concurrente directe de cette machine. Profitez-en. Et je vous retrouve très bientôt, bien évidemment, sur la chaîne. On est toujours ensemble, on se marre bien. Ah oui, abonnez-vous, likez si vous aimez le contenu. Vous connaissez l'histoire, mais c'est vraiment super important. Et puis la chaîne se développe très bien, ça nous donne accès à d'autres machines. Voilà, je vous fais la petite pub rapidement, après on peut passer à autre chose. Je vous retrouve très bientôt sur Roadsters TV. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos motos. Salut!